Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi, mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté. La liberté, battue de soleil et de vent, perdue au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi, mon cheval, ma Camargue et moi. Bertrand Russell, probablement le plus grand philosophe et mathématicien britannique du XXe siècle. Sa grande œuvre, c'est Principia Mathematica, un livre qui fait date dans l'histoire des sciences et par lequel il cherche à donner des fondements logiques aux mathématiques. C'est probablement le plus grand apport à la logique depuis les Grecs. Et déjà tout petit, Bertrand Russell avait conçu des doutes sur les fondements des mathématiques. Quand il avait 11 ans, son frère aîné lui enseignait les éléments d'Euclide, avec des axiomes qu'il faut accepter comme tels. 2 points font une droite. Et il demandait pourquoi. Mais il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça, disait son frère. Si vous ne l'acceptez pas, nous ne pourrons pas aller plus loin. Et ils se vouvoyaient, les 2 enfants. Principia Mathematica, c'est un ouvrage tellement gigantesque qu'il a fallu louer un fiacre pour conduire le manuscrit chez l'éditeur. C'est un de ces livres que personne n'a lu. Les autres scientifiques tiennent compte de son existence, mais en pratique, certains disent même que Bertrand Russell lui-même ne l'a pas lu. Par ailleurs, très tôt, il s'intéressera aux questions d'organisation de la société. Dès le début, il est intéressé par le communisme, il fait le voyage en Russie dans les années 20, il rencontre Lénine et il se dit « Cet homme-là est un fanatique, ça va mal se passer ». En fait, il change d'avis sur le communisme soviétique environ 40 ans avant les autres intellectuels occidentaux. Il écrit dans son journal « Lénine, avec qui j'ai eu 1 heure de conversation, m'a plutôt déçu. Je ne crois pas que j'aurais deviné par moi-même qu'il était un grand homme. Il est vrai que pendant notre conversation, j'ai été surtout sensible à ses limites intellectuelles, à la relative étroitesse de son orthodoxie marxiste, ainsi qu'à une tendance assez particulière à l'espièglerie dans la cruauté. » Pendant la guerre de 14-18, Bertrand Russell est militant pacifiste, ce qui lui vaut des ennuis. En 1916, il perd sa charge de professeur à Cambridge, et en 1918, il fait même 6 mois de prison. On ne rigole pas du tout avec le pacifisme à l'époque. Quelqu'un qui dit qu'il vaudrait mieux arrêter cette cochonnerie, c'est de l'antipatriotisme. C'est démoraliser le pays. Bertrand Russell raconte que pendant la guerre de 14, une nuit, à Londres, il est réveillé en pleine nuit par un cri de triomphe bestial dans la rue. Il se lève, il va à la fenêtre et voit un attroupement qui regarde un zeppelin allemand tomber en flammes. Alors il se dit, c'était ça. C'était ça. La pensée de ces gens livrés à une mort affreuse, voilà ce qui provoquait cette joie triomphale. Après la Deuxième Guerre mondiale, Bertrand Russell luttera contre l'arme nucléaire. Et encore un peu plus tard, alors qu'il est déjà très vieux, il mourra presque centenaire en 1970, il crée encore le tribunal Russell pour juger les crimes de guerre américains au Vietnam. Et par ailleurs, il s'intéressera toute sa vie à ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la place du travail dans la société. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, ce sont des questions qui ont toujours été subversives. Dans les fables, La Fontaine aborde les questions de la joie dans le travail, de
la valeur de l'argent dans le savetier et le financier, par exemple. Eh bien, pour écrire ça, La Fontaine est obligé de se composer un personnage, de faire semblant d'être inoffensif, pas dangereux pour le pouvoir, un peu paresseux. On le surnomme le bonhomme. Vous connaissez le savetier et le financier? Ah, Savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveilleux de le voir, merveilleux de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois, il sommeillait, le savetier alors, en chantant, l'éveillait, et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an ?» Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rigueur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin j'attrape le bout de l'année et chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé de quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » J'adore les fables de La Fontaine. Bertrand Russell écrit « Éloge de l'oisiveté » en 1932. Ainsi que la plupart des gens de ma génération, j'ai été élevé selon le principe que l'oisiveté est mère de tous les vices. Comme j'étais un enfant pétri de vertu, je croyais tout ce qu'on me disait. Et je me suis ainsi doté d'une conscience qui m'a contraint à peiner au travail toute ma vie. Cependant, si mes actions ont toujours été soumises à ma conscience, mes idées, en revanche, ont subi une révolution. En effet, j'en suis venu à penser que l'on travaille beaucoup trop de par le monde, que de voir dans le travail une vertu cause un tort immense, et qu'il importe à présent de faire valoir dans les pays industrialisés un point de vue qui diffère radicalement des préceptes traditionnels. Ce que je veux dire, c'est que le fait de croire que le travail est une vertu est la cause de grands maux dans le monde moderne, et que la voie du bonheur et de la prospérité passe par une diminution méthodique du travail. Et d'abord, qu'est-ce que le travail ? Il existe 2 types de travail. Le premier consiste à déplacer une certaine quantité de matière se trouvant à la surface de la terre ou dans le sol. Le second à dire à quelqu'un d'autre de le faire. Le premier type de travail est désagréable et mal payé. Le second est agréable et très bien payé. Le second type de travail peut s'étendre de façon illimitée. Il y a non seulement ceux qui donnent des ordres, mais aussi ceux qui donnent des conseils sur le genre d'ordre à donner. Normalement, 2 sortes de conseils sont donnés simultanément par 2 groupes organisés, c'est ce qu'on appelle la politique. Il n'est pas nécessaire pour accomplir ce type de travail de posséder des connaissances dans le domaine où l'on dispense des conseils.
Ce qu'il faut par contre, c'est maîtriser l'art de persuader par la parole et par l'écrit, c'est-à-dire l'art de la publicité. Il existe une troisième classe d'individus, plus respectée que ne l'est aucune des deux autres. Ce sont des gens qui, parce qu'ils possèdent des terres, sont en mesure de faire payer aux autres le privilège d'être autorisés à exister et à travailler. Ces propriétaires fonciers sont des oisifs. Et on pourrait donc s'attendre à ce que j'en fasse l'éloge. Malheureusement, leur oisiveté n'est rendue possible que par l'industrie des autres. En fait, leur désir d'une oisiveté confortable est, d'un point de vue historique, la source même du dogme du travail. La dernière chose qu'ils voudraient serait que d'autres suivent leur exemple. Depuis le début de la civilisation jusqu'à la révolution industrielle, en règle générale, un homme ne pouvait guère produire par son labeur plus qu'il ne lui en fallait à lui et à sa famille pour subsister. Même si sa femme peinait à la tâche au moins autant que lui, et si ses enfants se joignaient à eux dès qu'ils en étaient capables. Le peu d'excédent qui restait lorsqu'on avait assuré les choses essentielles de la vie n'était pas conservé par ceux qui l'avaient produit. C'étaient les guerriers et les prêtres qui se l'appropriaient. Par temps de famine, il n'y avait pas d'excédent. Mais les prêtres et les guerriers prélevaient leur dû, comme si de rien n'était, en sorte que nombre de travailleurs mouraient de faim. Ce système, qui a duré si longtemps et qui n'a pris fin que si récemment, a naturellement laissé une marque profonde dans les pensées et les opinions des gens. La plupart de nos convictions quant aux avantages du travail sont issues de ce système. Étant donné leurs origines pré-industrielles, il est évident que ces idées ne sont pas adaptées au monde moderne. La technique moderne a permis aux loisirs, jusqu'à un certain point, de cesser d'être la prérogative des classes privilégiées minoritaires pour devenir un droit également réparti dans l'ensemble de la collectivité. La morale du travail est une morale d'esclave. Et le monde moderne n'a nul besoin de l'esclavage. Étymologie du mot travail. Attendez. Je voulais vous lire quelque chose dans le dictionnaire historique de la langue française sous la direction d'Alain Ray aux éditions Le Robert. L'article travaillé. Un instant, je le retrouve. Travailler est issu du latin populaire tripaliare, littéralement torturer avec le trépalium. Nom d'un instrument de torture et aussi d'une machine où l'on assujettit les bœufs et les chevaux difficiles pour les ferrer. En ancien français, et toujours dans l'usage classique, travailler signifie faire souffrir physiquement ou moralement. Il s'est appliqué spécialement à un condamné que l'on torture, à une femme dans les douleurs de l'enfantement, à une personne à l'agonie. Tous ces emplois ont disparu. Par ailleurs, le verbe a signifié molester quelqu'un, 1249. Puis, endommager quelque chose, 15e siècle. Et encore, battre quelqu'un, au 17e. D'où, travailler les côtes à quelqu'un. Travailler les côtelettes, qui pourrait encore se dire. Et en boxe, travailler l'adversaire au corps. L'idée étymologique, de souffrance donc, s'est conservée de façon très affaiblie avec la valeur de tracasser, inquiéter. D'où, travailler l'esprit de quelqu'un. Et l'emploi familier, sale travail. Dès l'ancien français, plusieurs emplois indiquent l'idée de transformation acquise par l'effort. En moyen français, le verbe se répand au sens de exercer une activité régulière pour assurer sa subsistance. Le verbe employé absolument s'est dit en argot pour voler, 1623, puis assassiner, 1800. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille. Et se prostituer, 1867, spécialisation de l'idée de travail professionnel dans un contexte d'illégalité. Il y a un problème aujourd'hui. On emploie le même mot pour des réalités différentes. On dit travailler pour des choses qui sont pénibles, sans intérêt, qu'on
on est obligé de faire pour gagner sa vie, travailler à la chaîne. Mais quand un enfant apprend à lire, qu'un médecin soigne un malade ou qu'un musicien compose une chanson, on dit aussi travailler. Il faudrait dire autre chose dans ce cas-là, non pas je travaille, mais je... Parce que employer le même mot, ça a des effets sournois. D'ailleurs, si quelqu'un a une bonne idée, peut m'en parler après le spectacle, ça m'intéresse. C'est comme l'histoire de cette dame, une comédienne d'un certain âge, assez chic, qui est dans un cocktail et les gens parlent de leur métier. Et quelqu'un qui ne la connaît pas lui demande « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?»« Je joue. »« Vous jouez ? Où ça ? » ?»« Au parc. » »« Vous jouez au parc ? » De toute évidence, s'ils avaient été laissés à eux-mêmes, les paysans des collectivités primitives ne se seraient jamais dessaisis du maigre excédent qui devait être consacré à la subsistance des prêtres et des guerriers. Au début, c'est par la force brute qu'ils furent contraints de produire ce surplus et de s'en démunir. Peu à peu, cependant, on s'aperçut qu'il était possible de faire accepter à bon nombre d'entre eux une éthique selon laquelle il était de leur devoir de travailler dur, même si une partie de leur travail servait à entretenir d'autres individus dans l'oisiveté. Encore aujourd'hui, 99% des salariés britanniques seraient véritablement choqués si l'on proposait que leur roi ne puisse jouir d'un revenu supérieur à celui d'un travailleur. La notion de devoir, du point de vue historique s'entend, fut un moyen qu'ont employé les puissants pour amener les autres à consacrer leur vie aux intérêts de leur maître plutôt qu'aux leurs. Bien entendu, ceux qui détiennent le pouvoir se masquent cette réalité à eux-mêmes en se persuadant que leurs intérêts coïncident avec ceux de l'humanité tout entière. C'est parfois vrai. Les Athéniens, qui possédaient des esclaves, par exemple, employèrent une partie de leur loisir à apporter à la civilisation une contribution permanente, ce qui aurait été impossible sous un régime économique équitable. Le loisir est indispensable à la civilisation. Et jadis, le loisir d'un petit nombre n'était possible que grâce au labeur du grand nombre. Mais ce labeur avait de la valeur. Non parce que le travail est une bonne chose, mais parce que le loisir est une bonne chose. Grâce à la technique moderne, il serait possible de répartir le loisir de façon équitable sans porter préjudice à la civilisation. La technique moderne a permis de diminuer considérablement la somme de travail requise pour procurer à chacun les choses indispensables à la vie. La preuve en fut faite durant la guerre. Au cours de celle-ci, tous les hommes mobilisés sous les drapeaux, tous les hommes et toutes les femmes affectés soit à la production de munitions, à l'espionnage, à la propagande ou à un service administratif relié à la guerre, furent retirés des emplois productifs. Malgré cela, le niveau de bien-être matériel de l'ensemble des travailleurs non spécialisés du côté des Alliés était plus élevé qu'il ne l'était auparavant, ou qu'il ne l'a été depuis. La guerre a démontré de façon concluante que l'organisation scientifique de la production permet de subvenir aux besoins des populations modernes en n'exploitant qu'une part minime de la capacité de travail du monde actuel. Si à la fin de la guerre, cette organisation scientifique, laquelle avait été mise au point pour dégager un bon nombre d'hommes afin qu'ils puissent être affectés au combat ou au service des munitions, si cette organisation scientifique avait été préservée et si on avait pu réduire à 4 le nombre d'heures de travail, tout aurait été pour le mieux. Au lieu de quoi, on en est revenu au vieux système chaotique où ceux dont le travail était en demande devaient faire de longues journées, tandis qu'on abandonnait le reste au chômage et à la faim. Pourquoi ? Parce que le travail est un devoir. Et que le salaire d'un individu ne doit pas être proportionné à ce qu'il produit, mais proportionné à sa vertu, laquelle se mesure à son industrie. On reconnaît la morale de l'État esclavagiste, mais s'appliquant cette fois dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec celles dans lesquelles il a pris naissance. Comment s'étonner que le résultat ait été désastreux ? Prenons un exemple. Supposons qu'à un moment donné, un certain nombre de gens travaillent à fabriquer des épingles.
Il fabrique autant d'épingles qu'il en faut dans le monde entier en travaillant, disons, 8 heures par jour. Quelqu'un met au point une invention qui permet au même nombre de personnes de faire 2 fois plus d'épingles qu'auparavant. Bien. Mais le monde n'a pas besoin de 2 fois plus d'épingles. Les épingles sont déjà si bon marché qu'on en achètera guère davantage, même si elles coûtent moins cher. Dans un monde raisonnable, tous ceux qui sont employés dans cette industrie se mettraient à travailler 4 heures par jour plutôt que 8 et tout irait comme avant. Mais dans le monde réel, on craindrait que cela ne démoralise les travailleurs. Les gens continuent donc à travailler 8 heures par jour. Il y a trop d'épingles. Des employeurs font faillite. Et la moitié des ouvriers perdent leur emploi. Au bout du compte, la somme de travail est la même dans ce cas-ci que dans l'autre. Sauf que la moitié des individus concernés en sont réduits à l'oisiveté totale, tandis que l'autre moitié continue à trop travailler. On garantit ainsi que le loisir, par ailleurs inévitable, sera cause de misère pour tout le monde, plutôt que d'être une source de bonheur universel. Peut-on imaginer plus absurde ? Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Peut-on imaginer plus absurde ? Aucun Mexicain ne porterait ça. L'idée que les pauvres puissent avoir des loisirs a toujours choqué les riches. En Angleterre, au XIXe siècle, la journée de travail normale était de 15 heures pour les hommes, de 12 heures pour les enfants, bien que ces derniers aient parfois travaillé 15 heures eux aussi. Quand des fâcheux, des empêcheurs de tourner en rond suggéraient que c'était peut-être trop, on leur répondait que le travail évitait aux adultes de sombrer dans l'ivrognerie et aux enfants de faire des bêtises. Dans mon enfance, peu après que les travailleurs des villes eurent acquis le droit de vote, un certain nombre de jours fériés furent établis en droit, aux grandes dames des classes supérieures. Je me rappelle avoir entendu une vieille duchesse qui disait « Qu'est-ce que les pauvres vont faire avec des congés ? C'est travailler qu'il leur faut. » De nos jours, les gens sont moins francs, mais conservent les mêmes idées reçues, lesquelles sont en grande partie à l'origine de notre confusion dans le domaine économique. Si le salarié ordinaire travaillait 4 heures par jour, il y aurait assez de tout pour tout le monde et pas de chômage, en supposant qu'on ait recours à un minimum d'organisation rationnelle. Cette idée choque les nantis parce qu'ils sont convaincus que les pauvres ne sauraient comment utiliser autant de loisirs. En Amérique, les hommes font souvent de longues journées de travail, même s'ils sont déjà très à l'aise.
De tels hommes sont naturellement indignés à l'idée que les salariés puissent connaître le loisir, sauf sous la forme d'une punition pour s'être retrouvés au chômage. En fait, ils exècrent le loisir, même pour leurs fils. Chose curieuse, ils veulent que leur fils travaille tellement qu'il n'ait pas le temps d'être civilisé. Le bon usage du loisir, il faut le reconnaître, est le produit de la civilisation et de l'éducation. Un homme qui a fait de longues journées de travail toute sa vie s'ennuiera s'il est soudain livré à l'oisiveté. Mais sans une somme de loisirs considérable à sa disposition, un homme n'a pas accès à la plupart des meilleures choses de la vie. Seul un ascétisme irréfléchi, qui s'exerce généralement par procuration, entretient notre obsession du travail excessif à présent que le besoin ne s'en fait plus sentir. On dira que bien qu'il soit agréable d'avoir un peu de loisir, s'ils ne devaient travailler que 4 heures par jour, les gens ne sauraient pas comment remplir leur journée. Si cela est vrai dans le monde actuel, notre civilisation est bien en faute. À une époque antérieure, ce n'aurait pas été le cas. Autrefois, les gens étaient capables d'une gaieté et d'un esprit ludique qui ont été plus ou moins inhibés par le culte de l'efficacité. L'homme moderne pense que toute activité doit servir à autre chose. Qu'aucune activité ne doit être une fin en soi. Je connais un texte formidable là-dessus. De l'autre côté, Denis Grozdanovich. Bougez pas. J'ai fait un autre métier avant d'être comédien. Quand j'avais 18 ans, acteur, ça me paraissait impossible, j'osais pas, alors j'ai choisi d'autres études, j'ai fait ingénieur commercial. Et en deuxième année, il fallait faire un stage en entreprise. Et je l'ai fait chez Interbrew à l'époque, le géant brassicole. Et là, pendant les 2 mois que j'ai passé dans cette entreprise, je me suis rendu compte que le but ultime, la raison d'être de toute cette organisation, des milliers de gens qui travaillaient là, c'était vendre plus de bière. Alors on se retourne sur sa vie à 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu plus de bière. Et là je me suis dit, le commerce, ça va pas être possible. Et heureusement, il reste le secteur public, au moins on travaille pour le bien commun. Et en 5e année, il fallait faire un autre stage en entreprise, et là je l'ai fait dans un laboratoire public de recherche. Il fallait mettre au point des méthodes mathématiques d'aide à la décision multicritères. En l'occurrence, il s'agissait de trouver la meilleure localisation possible pour une usine polluante. Alors, vous avez, par exemple, vous avez plusieurs sites possibles pour l'implantation de l'usine, et comme ça, par exemple, et plusieurs critères de choix. La qualité géologique du sol, la proximité du réseau routier, de l'adduction d'eau, d'électricité, et puis surtout le nombre de gens qui seront directement touchés par les pollutions. Alors on fait une étude très longue, très sérieuse, et on dit il vaudrait mieux la mettre là. Et le responsable politique qui prend la décision finale vient et dit oui, bien sûr, évidemment, oui, mais on va plutôt la mettre ici. Chez un rival politique moins puissant. Alors je me suis dit encore une fois, si c'est pour donner des conseils à des gens qui ne les suivront pas, servir de caution scientifique pour des décisions irrationnelles. Enfin, j'avais fini mes études, il fallait bien que je gagne ma vie, alors j'ai trouvé un emploi d'auditeur interne pour l'état-major général de la gendarmerie. C'est vrai. L'audit, c'est pas compliqué, vous sortez de l'université en ne sachant rien faire et vous dites à des gens qui font leur métier depuis 20 ans qu'il faudrait plutôt le faire autrement. Et je prenais déjà des cours du soir de théâtre à l'époque, et là j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombé sur des professeurs extraordinaires. Et aussi sur un groupe de jeunes gens qui voulaient devenir acteurs et qui ont décidé de faire le conservatoire ou l'IAD, parce qu'on ne devient pas professionnel avec des cours du soir. Et je dis moi aussi.
Et j'ai dû démissionner avant de savoir si je réussirais l'examen d'entrée, mais finalement j'ai été reçu et je suis allé au conservatoire de Mons. C'est marrant parce que juste avant, j'avais fait l'audit du district de gendarmerie de Mons et j'avais eu des démêlés avec le colonel Kubiak, un dur à cuire. Et je sais pas si vous savez, mais au conservatoire, il peut arriver parfois au cours de formation vocale qu'on se retrouve dans des positions à quatre pattes, la tête renversée, à pousser des petits cris pour libérer la voix. Je le faisais volontiers. Mais j'avais toujours cette idée en tête, je me disais, la porte de la classe va s'ouvrir. Le colonel Kubiak va faire irruption, il va dire... Alors c'était ça le type qui m'a dit comment je devais faire mon métier. Vous voulez un morceau de pomme? Bon, c'est pas exactement la saison. Mais... S'il vous plaît. Quelqu'un d'autre? J'en ai pour tout le monde. Ah, madame, j'arriverai jamais à arriver jusqu'à vous. Alors... Désolé. Je vous en donnerai une après le spectacle. Ah oui, je voulais vous parler d'un livre de Denis Grozdanovich qui s'appelle « Petit traité de désinvolture », qui comporte un chapitre intitulé « Les tueurs de temps », où il décrit des gens qui ont des passions singulières, des marottes, des choses auxquelles ils consacrent toute leur énergie et que la société considère comme inutiles. Et par dérision, on les appelle des tueurs de temps. On a par exemple des passionnés d'échecs qui passent toute leur vie à jouer dans des cafés spécialisés, ou des rats de cinémathèque qui connaissent tous les génériques par cœur. Il y a aussi l'histoire de ces deux professeurs de mathématiques à la retraite qui essaient de trouver une martingale pour faire sauter la banque du casino de Monaco, qui sont en fait plus intéressés par leurs recherches probabilistes que par l'argent, et qui finissent par gagner un jour, par hasard. Parce que l'un d'eux, dont la vue baisse, a mal lu la combinaison sur la fiche qu'il consulte en secret, et ils gagnent comme ça. Et de dépit, ils arrêtent tout et font don de leurs gains à la Société rationaliste de France. Il y a aussi l'histoire de cet homme qui fabrique des avions en papier très complexes, avec des plans dignes de la NASA. La fabrication dure une semaine, et tout ça pour avoir le plaisir de les voir voler quelques instants depuis une terrasse d'où il les lance en face des Pyrénées. C'est une passion très répandue, paraît-il, qui s'appelle la papidurologie. Bon, je vous en lis un extrait. En réalité, cette population d'excentriques et d'originaux, de dilettantes, de tueurs de temps, a toujours survécu un peu partout. Quels que soient les régimes, les événements et les bouleversements sociaux, non pas loin de l'activité, mais juste à côté, parallèlement à elle, pourrait-on dire. Doucement, mais opiniâtrement indifférente à ce qui ne concernait pas ses marottes. Mon père, quand j'étais adolescent, et qu'il me voyait préoccupé par je ne sais quelle tournure prise par les événements, avait coutume de me répéter « Dis-toi bien, fiston, qu'au cours de toutes les circonstances de l'histoire, il y a toujours eu des pêcheurs à la ligne. » Or, Jünger raconte dans son journal d'occupation, que j'ai lu beaucoup plus tard, qu'entrant dans Paris déserté par l'Exode, juché sur un des chars de sa compagnie et passant sur le pont de la Concorde, il remarque en contrebas des piles du pont un type très paisible qui pêche tout en fumant tranquillement sa pipe. Pareillement, si nous entrons dans n'importe quel musée d'art asiatique ancien et que nous nous dirigeons vers les collections chinoises, nous tomberons certainement à un moment ou à un autre, faiblement éclairés derrière sa vitrine, sur l'un des grands rouleaux de parchemin exquisément peints par l'un de ces mystérieux artistes Chan des anciens temps. Et nous y verrons, probablement représentés dans leur uniforme rutilant et multicolore, les innombrables soudards redoutablement féroces de deux armées rivales, arborant de magnifiques bannières peinturlurées sur lesquelles des dragons crachent le feu, en train de se tailler généreusement en pièces dans des combats sans merci. En approfondissant notre examen, nous finirons bientôt par découvrir dans un coin du rouleau, généralement dissimulé derrière un rideau d'arbres, un étang à moitié couvert de nénuphars,
où vient se jeter en bouillonnant joyeusement un torrent qui dévale de la montagne en gracieux zigzags. À la surface de cet étang, sous un saule vaporeux, avoisinant d'autres arbres couronnés de fragiles fleurs blanches, non loin de quelques canards méditatifs qui se laissent dériver sur l'onde parmi des lambeaux de brume, repose une barque, dans laquelle un petit personnage, coiffé d'un chapeau de paille, pêche sans se soucier de rien. Et si nous avons encore la patience de déchiffrer les notes érudites qui accompagnent d'ordinaire ces peintures, nous apprenons que pour les ermites du Tchad, le pêcheur à la ligne, particulièrement s'il est un peu ivre de vin de riz, représente le plus parfait symbole de la sagesse. Denis Grosdanovic, c'est passionnant son histoire à lui. Il a débuté comme grand espoir du tennis français. Il a été repéré très jeune pour son talent et il est entré dans la fabrique de champions de la Fédération française de tennis. Il a été champion de France junior. C'était un peu avant l'époque de Yannick Noah. Mais assez rapidement, il s'est rendu compte que ça n'allait pas lui convenir, le sport professionnel. Que ça allait tuer l'envie de jouer parce que dans le sport professionnel, on ne joue pas au tennis. On travaille au tennis. Et il a tout arrêté. Il a vécu de petits boulots. Et il a continué à jouer toute sa vie, plusieurs heures par jour, au tennis, mais également au squash, à la courte paume, l'ancêtre des sports de raquettes que pratiquait déjà François Ier. Il a été plusieurs fois champion de France de courte paume. Bon, ils sont 12, mais enfin. Et parallèlement, toute sa vie, il a pris des notes dans des carnets, jusqu'à en avoir 140. Sans pour autant penser à devenir écrivain, jusqu'à ce qu'un jour l'idée se fasse et qu'il se dise « j'ai peut-être la matière d'un livre ». Et il a fait un livre, et il est allé le proposer chez José Corti, les éditions à Paris, qui lui ont dit « écoutez, des manuscrits, on en reçoit 15 par jour. En plus, on n'édite pas ce genre de choses, enfin, donnez toujours, on vous rappellera peut-être ». Et dans la semaine, ils l'ont rappelé, en lui disant « on le publie ». Et c'était Petit traité de désinvolture. Et ça a eu du succès immédiatement. Et depuis, avec toute la matière accumulée, Denis Grosdanovic publie environ un livre par an depuis 2001 environ. Toute sa vie, dans ses carnets, il avait noté des choses qu'il avait lues, des impressions, des rencontres, des toutes petites choses fragiles dont il se disait si on ne les note pas, elles vont disparaître et c'est dommage. Et ça donne cette littérature magnifique. Je vous en lis encore un extrait. Or, si depuis l'aube des temps humains, les Chinois ont toujours révéré une certaine forme d'oisiveté, le monde animal offre à notre admiration un exemple de dilettantisme naturel plus ancien et plus parfait encore. Il semblerait que le paresseux, et cela sous l'aspect où nous pouvons l'apercevoir de nos jours dans certaines parties de la forêt amazonienne, ait survécu à toutes les vicissitudes de la vie sauvage depuis les temps préhistoriques les plus reculés. Constatation qui paraîtrait infirmer de manière décisive la sacro-sainte théorie du struggle for life. Comment concilier celle-ci, en effet, avec la fabuleuse pérennité d'un animal aussi peu doué pour la compétition? Il n'est d'ailleurs sans doute pas fortuit que ce soit précisément un chercheur américain, J.K. Somerville, qui ait consacré près de 15 ans de sa vie à guetter au sein de son milieu naturel les rares évolutions de cet insouciant réfractaire. Pour ce faire, et comme c'est devenu la mode depuis Konrad Lorenz, qui en son temps a séjourné des mois entiers immergé jusqu'à la ceinture dans un étang boueux pour mieux s'intégrer à un groupe de palmipèdes sur lequel il avait jeté son dévolu, il semble que Somerville ait tenté de s'imprégner totalement des mœurs du paresseux. Opération qui devait rapidement s'avérer beaucoup plus acrobatique et ascétique qu'il ne l'avait tout d'abord escompté. Dans la mesure où l'animal reste parfois accroché jusqu'à 10 jours de suite à la même branche sans manifester la moindre velléité de changer de position. À dormir ou à méditer? Cela reste incertain et les conclusions de J.K. ne sont pas formelles sur ce point. Puis il n'en descend que sous l'empire de l'extrême nécessité, la faim et la défécation.
Pendant la petite et la grosse commission, assure J.K., il ferme les yeux avec une expression que nous oserions qualifier de plaisir tranquille. Que d'autre part encore, le paresseux, une fois qu'il est à terre, prend tout son temps, ne se déplaçant qu'à la vitesse de 50 mètres à l'heure, tombant fréquemment dans d'étranges distractions au cours desquelles, oubliant visiblement son projet initial, il se prélasse dans l'herbe le ventre au soleil, dormant ou méditant de nouveau, plus ou moins indéfiniment. Dans l'eau, le paresseux se montre plus à l'aise encore. Étant le seul animal de la création à nager sur le dos, son énorme estomac faisant office de bouée et lui permettant de flotter, il n'a qu'à user de ses bras comme de petites rames pour se propulser indolemment sur les ondes. Enfin, et nous touchons là au côté sublime des observations opérées sur cet animal, à considérer les photos prises par Somerville, il apparaît que le paresseux, au cours des nonchalantes allées et venues ou méditations somnolentes qui composent ses habitudes, ne se départe jamais d'un sourire que nous ne pouvons décrire autrement que comme l'expression d'une complète béatitude. Le paresseux serait-il un bienheureux ? S'interroge anxieusement le chercheur américain. Mais le plus surprenant de ce que nous rapporte Somerville reste les mœurs érotiques et sexuelles de l'animal. Si les approches amoureuses traînent péniblement en longueur, une fois accouplés et contre toute attente, les partenaires se déchaînent en une longue série de spasmes frénétiques sans la moindre pudeur ni la moindre inhibition. Puis retombent épuisés mais toujours ravis dans leur demi-léthargie coutumière. J.K. avoue sa perplexité sur ce point. Manifeste-t-il un réel enthousiasme ou subissent-ils les lois de l'espèce ? Quoi qu'il en soit, l'article où j'ai pu recueillir tous ces renseignements à propos des recherches de Somerville nous laisse entendre que depuis son retour, l'illustre chercheur connaît certaines difficultés à retrouver le rythme de la vie active. Il semblerait que J.K. ne sorte plus que très rarement de chez lui, que ses éditeurs se plaignent amèrement de l'extrême lenteur avec laquelle il poursuit la rédaction de son ouvrage tant attendu, Comprendre les paresseux, et que sa femme ait toutes les peines du monde à le convaincre de bien vouloir s'extirper du hamac qu'il s'est installé sur la mezzanine et où il séjourne des journées entières. À dormir ou à méditer ? Les auteurs de l'article semblent ne pas être en mesure de le déterminer formellement. Quand je suggère qu'il faudrait réduire à 4 le nombre d'heures de travail, je ne veux pas laisser entendre qu'il faille dissiper en pure frivolité tout le temps qui reste. Je veux dire qu'en travaillant 4 heures par jour, un homme devrait avoir droit aux choses qui sont essentielles pour vivre dans un minimum de confort et qu'il devrait pouvoir disposer du reste de son temps comme bon lui semble. Dans un tel système social, il est indispensable que l'éducation soit poussée beaucoup plus loin qu'elle ne l'est actuellement pour la plupart des gens, et qu'elle vise en partie à développer des goûts qui puissent permettre à l'individu d'occuper ses loisirs intelligemment. Je ne pense pas principalement aux choses dites pour un télo. Les danses paysannes, par exemple, ont disparu sauf au fin fond des campagnes, mais les impulsions qui ont commandé à leur développement doivent toujours exister dans la nature humaine. Les plaisirs des populations urbaines sont devenus essentiellement passifs. Aller au cinéma, assister à des matchs de football, écouter la radio, etc. Cela tient au fait que leurs énergies actives sont complètement accaparées par le travail. Si ces populations avaient davantage de loisirs, elles recommenceraient à goûter des plaisirs auxquels elles prenaient jadis une part active. Autrefois, il existait une classe oisive assez restreinte et une classe laborieuse plus considérable. La classe oisive bénéficiait d'avantages qui ne trouvaient aucun fondement dans la justice sociale, ce qui la rendait nécessairement despotique, limitait sa compassion et l'amenait à inventer des théories qui puissent justifier ses privilèges. Ces caractéristiques flétrissent quelque peu ces lauriers, mais malgré cela, c'est à elles que nous devons la quasi-totalité de ce que nous appelons la civilisation. Elle a cultivé les arts et découvert les sciences. Elle a écrit les livres,
inventer les philosophies et affiner les rapports sociaux. Même la libération des opprimés a généralement reçu son impulsion d'en haut. Sans la classe oisive, l'humanité ne serait jamais sortie de la barbarie. Toutefois, cette méthode consistant à entretenir une classe oisive héréditaire déchargée de toute obligation entraînait un gaspillage considérable. Aucun des membres de cette classe n'avait appris à être industrieux, et dans son ensemble, la classe elle-même n'était pas exceptionnellement intelligente. Elle a pu engendrer un Darwin, mais en contrepartie, elle a pondu des dizaines de milliers de gentilshommes campagnards dont les aspirations intellectuelles se bornaient à chasser le renard et à punir les braconniers. Dans un monde où personne n'est contraint de travailler plus de 4 heures par jour, tous ceux qu'anime la curiosité scientifique pourront lui donner libre cours. Et tous les peintres pourront peindre sans pour autant vivre dans la misère en dépit de leur talent. Les jeunes auteurs ne seront pas obligés de se faire de la réclame en écrivant des livres alimentaires à sensation en vue d'acquérir l'indépendance financière que nécessitent les œuvres monumentales qu'ils auront perdu le goût et la capacité de créer quand ils sont enfin libres de s'y consacrer. Les médecins auront le temps de se tenir au courant des progrès de la médecine. Les enseignants ne devront pas se démener et exaspérer pour enseigner par des méthodes routinières des choses qu'ils ont apprises dans leur jeunesse et qui, dans l'intervalle, se sont peut-être révélées fausses. Surtout, le bonheur et la joie de vivre prendront la place de la fatigue nerveuse, de la lassitude et de la dyspepsie. Comme les gens ne seront pas trop fatigués dans leur temps libre, ils ne réclameront pas pour seuls amusements ceux qui sont passifs et insipides. Les hommes et les femmes ordinaires ayant la possibilité de vivre une vie heureuse deviendront plus enclins à la bienveillance qu'à la persécution et à la suspicion. La bonté est de toutes les qualités morales celle dont le monde a le plus besoin. Or, la bonté est le produit du bien-être et de la sérénité, non d'une vie de galérien. Les méthodes de production modernes nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans le bien-être et la sérénité. Nous avons choisi à la place le surmenage pour les uns et la misère pour les autres. En cela, nous nous sommes montrés bien bêtes. Mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment.